on va aller voir dans une sauce tomate bien random. Eh mais oui, il y en a. Bon, on passe sur des cibles un poil plus faciles. J'avais repéré un truc, voilà, regardez. Voilà, on va prendre une bouteille. Combien il y en a là-dedans? Ouais, quand même. On a, pendant des années, associé la consommation de matières grasses à un nombre incalculable de problèmes de santé. Obésité, cholestérol, maladies cardiovasculaires ou encore AVC. Ah ouais, ça commence à faire une belle ribambelle, hein. En conséquence, dans un souci de conserver la santé de leurs consommateurs, et surtout pour se démarquer des autres marques, on va pas se mytho, les entreprises agroalimentaires ont décidé de réduire la quantité de matières grasses présentes dans leurs produits, et de l'afficher bien fièrement sur le packaging. Pour que les consommateurs, qui eux pour le coup se soucient vraiment de leur santé, privilégient plutôt ce produit à un autre équivalent qui ne présente pas ce sigle et cette caractéristique faible en matière grasse. Mais comme vous l'avez sûrement déjà remarqué en ratant un gâteau, évidemment quand une préparation contient moins de matière grasse, le beurre en l'occurrence dans les gâteaux par exemple, et celle-ci a moins de goût. Donc si on suivait la logique, les produits santé faibles en matière grasse devraient être littéralement dégueulasses. Mais évidemment ça, les industriels ne pouvaient pas se le permettre, ils ont dû rajouter autre chose dans l'équation de la préparation de leurs produits. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est parti pour la 3e vidéo sur les dangers de la vie moderne, pour la santé de l'être humain. Ce qu'on appelle communément et assez vulgairement d'ailleurs le sucre, c'est tout ce qui englobe la famille des glucides simples. J'ai fait une vidéo sur les glucides, allez la voir, il y a à peu près tout dedans. On y retrouve notamment le glucose, le fructose, le saccharose ou encore le lactose. Ce sucre, il est contenu de manière naturelle dans les fruits, les laitages ou encore dans de nombreux végétaux. Mais aussi et surtout, comme on l'a vu dans l'intro, dans les produits transformés ou encore les produits du type gâteau, confiserie et j'en passe. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va surtout parler du sucre ajouté, et pas trop du sucre contenu naturellement dans certains produits, comme on l'a dit, les végétaux, les laitages, etc. Parce que dans ces aliments-là, les fibres, les protéines, mais également les matières grasses qu'ils contiennent permettent d'atténuer les effets du sucre qu'ils contiennent. On va maintenant commencer à parler des problèmes que cause cette consommation de sucre de nos jours, qui est relativement ascendante, la consommation de sucre a explosé ces dernières années. Oui, on commence direct par faire les pessimistes, mais il le faut là. Parce que consommer du sucre, et surtout en grande quantité, ça pose pas mal de problèmes et pas énormément d'avantages pour contrebalancer le truc. On va commencer par le début, et une des pathologies les plus connues qui est associée à la consommation de sucre, le diabète de type 2. Mais vas-y, toujours à dire des trucs évidents et super simples à deviner, toi dans tes vidéos, tu veux pas te renouveler un petit peu? Détends ton string, surtout que parmi les gens qui regardent la vidéo actuellement, je doute qu'il y en ait énormément qui sachent vraiment ce que c'est que le mécanisme qui se cache derrière le diabète de type 2. Évidemment, la première étape que tout le monde connaît et qui va favoriser et déclencher cette pathologie, c'est la trop forte consommation de sucre ou de glucides à indice glycémique trop élevé. Parce que ces glucides-là, surtout s'ils sont consommés seuls avec peu de glucides, de fibres et de matières grasses pour un petit peu atténuer les effets, ils vont engendrer des pics de glycémie dans le sang qui vont vraiment transformer ton sang en caramel. Et cette consommation qui peut vite devenir une habitude et qui paraît toute bête à l'origine, peut se transformer en le début de l'énorme bordel sur le long terme qu'est le diabète. Bon, on commence par le début. Quand on va consommer des glucides, quelle que soit leur nature, le pancréas, qui est dans des organes du corps, va devoir produire une hormone qu'on appelle l'insuline pour pouvoir faire rentrer ce sucre dans les cellules. Et pour que ce glucose qui est présent dans le sang, il puisse être utilisé à bon escient. Mais évidemment, plus vous consommez de glucides, et surtout des glucides du type du sucre et des indices glycémiques élevés, plus vos pics d'insuline après le repas va être élevé. Donc le pancréas va devoir bien bombarder là. Sur le court terme, pas de panique, franchement pas vraiment de problème, on va avoir une glycémie un petit peu élevée après un repas et tout rentre dans le normal après si on a bonne santé. Mais sur le long terme, les pics de glycémie après le repas et donc la production d'insuline en conséquence en grande quantité, elle va affecter petit à petit l'organisme. Parce qu'évidemment, à moins que ton corps ait besoin d'énormément de glucides d'un coup, par exemple si tu es sportif et que tu sors d'une séance ou alors que tu vas en faire une juste après, tes cellules n'auront pas besoin d'autant de sucre d'un coup, alors que ton insuline, elle veut vraiment le faire rentrer dans les cellules. Ce qui fait que tes cellules, sur le long terme, elles commencent petit à petit à ignorer ton insuline, puisqu'elles n'en ont pas besoin. Et ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance, donc c'est-à-dire la non-reconnaissance de l'insuline par tes cellules. Du coup, par conséquence, le glucose qui circule dans ton sang, il va s'accumuler, il y en aura de plus en plus après les repas. Et donc ton pancréas, il va mettre les bouchées doubles, il va devoir envoyer encore plus d'insuline que d'habitude. Sauf que sur le long terme, tes cellules pancréatiques qui sont à l'origine de la production d'insuline, c'est pas Superman, elles pourront pas suivre le rythme à l'infini. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les quantités d'insuline produites sont inférieures à celles qui devraient être nécessaires à évacuer le sucre dans le sang. Surtout après que tu t'es envoyé encore un énorme plat de riz et suivi de 4 tranches de 4 quarts, le tout avant de passer l'après-midi sur ta chaise. Ce qui fait que sur le long terme, votre glycémie moyenne, elle va passer à 1,1 g, 1,2 g, et hop, un beau jour, vous serez diagnostiqué diabétique. En gros, c'est ce qui se passe dans le cas les plus classiques de diabète de type 2. Mais si vous pensez qu'avoir du sirop à la fraise à la place du sang sur le long terme, à part ce risque de diabète, ça engendre rien, détrompez-vous. Il y a plein d'autres trucs pas marrants qui vont en découler, et ça on va le voir tout de suite. La testostérone. Évidemment ça vous dit quelque chose, vous connaissez cette hormone, on en a déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne. Mais saviez-vous que cette hormone n'aime pas le sucre? Ah attends, je vais m'expliquer.
Une étude scientifique a démontré, d'ailleurs je rappelle que les liens des études scientifiques sont toujours en description, qu'il existe une relation positive entre sensibilité à l'insuline et taux de testostérone dans le sang. C'est-à-dire que plus vous êtes résistant à l'insuline comme on l'a vu juste avant, et plus votre taux de testostérone il est susceptible de baisser. Et ça, c'est les effets sur le long terme évidemment. Mais vous inquiétez pas, vous me connaissez, j'ai bien fait le truc, il y a aussi les effets sur le court terme que j'ai cherché. Et là en plus on a une étude qui est bien menée, bien détaillée, donc on va les décortiquer ensemble. Cette étude, elle a été menée sur 74 hommes, donc vraiment un bel échantillon. Et les chercheurs leur ont chacun administré 75 grammes de glucose pur par voie orale, donc c'est-à-dire qu'ils ont graillé du sucre en gros, et ils ont pendant ce temps-là, avant, pendant et après l'administration de glucose, mesuré la glycémie et le taux d'insuline dans le sang des patients. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà avec ces mesures-là, ils ont pu tirer pas mal de conclusions sur notamment la résistance à l'insuline des patients. Il a été révélé que 42 hommes sur les 74 du début, ils ont une réponse normale à la consommation de glucose, une bonne production d'insuline, une glycémie qui baisse normalement après la consommation, en bref, tout va bien. Mais, et là ça commence à coincer, 23 autres hommes, eux, ont été diagnostiqués prédiabétiques, c'est-à-dire qu'ils avaient une sensibilité au sucre, en gros, une sensibilité à l'insuline un petit peu diminuée. Et enfin, les 9 derniers, ils ont été diagnostiqués diabétiques de type 2. Je pense pas que j'ai besoin de faire un dessin à ce niveau-là. Mais évidemment, il y a encore une mesure qui a été faite avant, pendant et après l'administration de glucose chez les patients, et c'est celle évidemment de la testostérone dans le plasma sanguin. Et les résultats sont sans appel. Pour une majorité des patients, qu'ils soient en bonne santé prédiabétiques ou diabétiques de type 2, on a remarqué une baisse significative du taux de testostérone sanguin dû à la consommation de glucose, qui pouvait aller jusqu'à 25% après l'ingération, ça n'existe pas ce mot, après l'ingestion de glucose. Et 15% des hommes présentant un taux normal de testostérone avant l'administration de glucose, ils ont montré une baisse très très significative, limite un peu alarmante. Un petit manque de testo après cette consommation de sucre qu'on appelle hypogonadisme. Donc le sucre, comme on peut le remarquer avec ces deux études, c'est pas le meilleur pote de la testo. Mais attendez, c'est pas fini, j'ai encore trouvé un truc super intéressant, mais cette fois concernant le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone sur laquelle j'ai fait une vidéo complète il y a pas très longtemps, vous pourrez la voir d'ailleurs, ça me ferait pas mal plaisir. Et j'avais parlé des conséquences du taux trop élevé de cortisol dans le sang concernant la sensibilité à l'insuline. Oui, la sensibilité à l'insuline, le truc qui joue un rôle dans le diabète là. Mais là, j'ai remarqué qu'il y avait aussi un problème dans l'autre sens de l'équation. Parce qu'en gros, si on reprend le schéma un petit peu du début, quand on consomme beaucoup de glucides, surtout un indice glycémique élevé, typiquement du sucre, évidemment, vu que la glycémie va augmenter en flèche, la production d'insuline va augmenter en flèche aussi. Sauf qu'en général, les productions d'insuline elles sont un petit peu violentes, un petit peu trop violentes d'ailleurs, ce qui fait qu'en général, après une très grosse augmentation de la glycémie, on va avoir un creux de glycémie, ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. En gros, ça veut dire qu'on n'aura pas assez de sucre dans le sang, dû notamment aux montagnes russes juste avant, et notamment de la violence de l'insuline qui était envoyée par le pancréas. Sauf que l'hypoglycémie, c'est pas un état que le corps et surtout le cerveau, il aime beaucoup. Et pour ça, le corps, il a tout prévu. J'ai nommé les hormones hyperglycémiantes. Oh non, ça y est, recommence avec ces mots barbares, ça y est, ça me pète les... Et en reine des hormones hyperglycémiantes, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est le fameux cortisol. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il était pas hormone du stress à la base? Si, c'est souvent le nom qu'on lui donne, mais il a pas seulement ce rôle-là. Parce que cette hormone, au contraire de la testostérone et de l'insuline, elle kiffe voir ton sang devenir du sirop à la fraise. Dans ce cas-là, évidemment, c'est pour pallier l'hypoglycémie, on lui en veut pas trop. Sauf que le cortisol, je vais pas m'éterniser dessus vu que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais elle va engendrer énormément de processus dans le corps autres que la libération de sucre dans le sang. Notamment tension musculaire, difficulté à t'endormir si c'est soir, et inefficacité de l'insuline puisque c'est deux hormones antagonistes. En gros, si comme dans votre sang, il y avait un mec qui passait qui foutait le bordel partout et que l'autre il rangeait juste derrière lui à la même vitesse. C'est pas super efficace, pas très rationnel, mais surtout ça fait un bon gros bordel à la fin. Ce qui fait qu'au final, manger des aliments à fort indice glycémique, c'est en quelque sorte du stress pour votre corps. Il y en a, je les vois venir, qui vont écrire dans les commentaires qu'il y a également de l'hormone de croissance qui est produite lors des cas d'hypoglycémie. Et c'est pas faux, il y en a un petit peu qui est fabriqué, mais c'est surtout pendant votre sommeil, quel que soit votre âge, que votre hormone de croissance, elle va être produite. Donc comptez pas trop sur les haribots pour avoir des taux d'hormone de croissance qui crèvent le plafond. Bon, à part ça, je pense t'avoir déjà dit pas mal de trucs qui te seront utiles concernant ta consommation de sucre et de glucides à indice glycémique élevé. Aujourd'hui, j'ai malheureusement pas eu le temps de parler des quelques avantages que présente la consommation de glucides à fort indice glycémique, notamment pour les sportifs. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ce point-là, faites-le savoir en commentaire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une excellente, mais vraiment une excellente journée pour tous ceux qui sont restés jusque-là et qui sont vraiment des énormes beaux gosses. Allez, ciao!